Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hébergement. La création du site peut se faire sur un serveur local. Une fois que l'on a trouvé ou programmé les thèmes et plugins dont on a besoin, on peut passer à la mise en production du site pour que les visiteurs potentiels y aient accès. Cependant, pour que le site web soit visible du monde entier, il faudra le mettre sur un serveur web accessible par tous. Les sociétés qui stockent les sites et les administrent sont appelées des hébergeurs. Le fournisseur d'accès, le FAI, c'est l'entité qui permet d'établir un lien entre l'utilisateur, c'est-à-dire le poste client, et le serveur. En exemple, nous avons Free, nous avons Bouygues Télécom, nous avons Orange, nous avons SFR. Tous ces opérateurs, ce sont ce qu'on appelle des fournisseurs d'accès. Ils font la mise en relation. Le client, c'est vous. L'hébergeur, c'est la fameuse société qui va stocker les sites web. Lorsque l'on crée un site web, il va falloir un serveur. Néanmoins, on n'achète généralement pas un serveur car l'administration, ou plutôt la gestion de celui-ci, est relativement complexe. On va plutôt en louer dans une société spécialisée que l'on appelle alors hébergeur. Généralement, l'hébergeur est également un registraire, c'est-à-dire que c'est auprès de lui que l'on achètera ou qu'on louera plutôt le nom de domaine. L'hébergeur mettra à disposition une interface qui permettra d'envoyer des fichiers, uploadés donc sur les serveurs, de créer une base de données, de créer des emails. Elle vous permettra donc de gérer l'intégralité de votre site web depuis chez vous. Il existe différents types d'hébergement. Il existe le serveur mutualisé, le serveur dédié et l'hébergement gratuit principalement. Alors, les serveurs mutualisés ou dédiés euh, sont très abordables puisque l'on trouve les premiers abonnements à environ 3 ou 4 euros par mois seulement. Cela veut dire que plusieurs clients vont partager le même serveur. On peut résumer cela à une colocation qui peut être quelquefois difficile à gérer. Car si un client consomme une bande passante importante, des répercussions seront généralement observées avec les autres sites. Cette offre convient donc aux sites dont l'audience est moyenne ou faible. Les petits sites se contenteront d'un serveur mutualisé. Au-delà, nous avons les hébergements sur serveurs dédiés. Si vous avez plusieurs milliers de visiteurs uniques par jour, eh bien, il faudra plutôt se tourner vers ce type de serveur qui permet d'éviter d'avoir un site qui parfois serait indisponible à cause d'autres clients qui partageraient le même serveur. Le serveur que vous louez, il est à vous, vous le gérez intégralement. Bien entendu, le tarif est beaucoup plus élevé. Il faut compter plutôt de l'ordre de 20, 30, 50 euros par mois pour pouvoir avoir ce type de serveur qui vous est totalement dédié. En fait, vous avez un ordinateur serveur, rien qu'à vous. Le choix entre un hébergement mutualisé ou dédié se fera donc facilement en fonction de vos besoins et de votre audience. Mais de toute façon, les sociétés proposent des offres qui sont personnalisables et bien entendu, vous pouvez très bien démarrer avec un hébergeur mutualisé et si vous rencontrez que cela ne vous convient pas, eh bien vous pourrez ensuite upgrader votre serveur vers un serveur dédié. Nous avons également ce qu'on appelle l'hébergement managé ou infogéré. En fait, vous allez louer un prestataire, un niveau de performance et un niveau de disponibilité, et vous ne vous occuperez de rien, et c'est l'hébergeur qui s'occupera de euh, mettre à disposition le bon environnement matériel dont vous avez besoin et qui réalisera les upgrades de votre site si jamais vous avez besoin de plus de RAM, de plus de temps processeur ou plus de disque dur. À côté de ces trois types d'hébergement classiques, nous avons ce qu'on appelle l'hébergement gratuit. Parfois, certains hébergeurs vous offrent gratuitement la possibilité de faire un site web. C'est d'ailleurs ce que l'on va voir chez WordPress.com. Nous allons créer un petit site web totalement gratuitement, sans débourser le moindre centime. Mais il y a plein d'autres hébergeurs qui vous permettent de faire ce genre de choses. Bien entendu, ce sont des sites web qui seront très petits. Bien souvent, il y aura des indisponibilités. Vous ne pourrez pas avoir plus de deux ou trois connexions concurrentes, c'est-à-dire qui se font en même temps. Une connexion prenant quelques dixièmes de seconde, hein. Donc, si vous avez quelques centaines de visiteurs par jour, l'hébergement gratuit peut convenir.
Mais bien entendu, pour une utilisation professionnelle, cela ne sera pas suffisant. Donc ce type d'hébergement est utile pour tester un site web. Lorsque vous faites des projets d'études, lorsque vous êtes à l'école, que vous voulez vous entraîner, eh bien vous allez pouvoir utiliser ces hébergements gratuits. Mais dès que vous en aurez une utilisation professionnelle, il faudra se tourner vers un hébergement payant pour avoir de bonnes qualités de service. Alors, comment choisir finalement un bon hébergeur? Si le nom de domaine est considéré comme votre adresse postale sur le web, alors disons que l'hébergeur, c'est votre maison. On peut un peu faire ce comparatif. Et le choix du bon hébergeur se fera en fonction de plusieurs critères. D'abord, du coût. En moyenne, un hébergeur mutualisé, vous devrez pouvoir trouver un mode d'hébergement à 4 à 5 euros par mois. Euh, les offres sont aussi différentes puisqu'elles permettent parfois d'inclure le domaine, le nom de domaine, qui doit s'acheter hein, une fois par an. Vous devez payer un nom de domaine. Et soit lorsque vous prenez un hébergement chez un hébergeur, il vous offre gratuitement un nom de domaine, soit vous devrez l'acheter. Donc ça sera à vous de faire les calculs de ce qui est le plus rentable. On va aussi vous offrir un espace disque. Cet espace disque sera-t-il assez important? Si vous avez beaucoup de fichiers à stocker, eh bien peut-être que l'espace disque proposé ne sera pas suffisant, donc il faudra aller sur une offre plus importante. Autre critère important qui va vous permettre de faire des comparatifs, c'est le trafic mensuel, c'est-à-dire la quantité de données que les visiteurs du site peuvent télécharger sur un mois. En général, 1 giga, ça va permettre de supporter une centaine de visites par jour. Ensuite, vous avez comme autre critère la qualité, la disponibilité du service client. Quand on a un problème, il faut pouvoir joindre le service client. Est-ce qu'il est joignable? Est-ce que euh, la relation se fait en français? Est-ce que c'est à l'étranger? Donc voilà, c'est tous ces critères-là qui vont vous permettre de choisir un bon hébergeur. Il faut aussi quelquefois se dire que nous allons avoir besoin de disposer de comptes email. Un compte email, 10 comptes email, 100 comptes email, 1000 comptes email. Donc ça, en fonction de l'offre d'hébergement, eh bien, vous aurez la possibilité de créer plus ou moins de comptes en fonction de vos besoins. Enfin, dernier critère extrêmement important, c'est la présence d'un cPanel. Le control panel, c'est un environnement logiciel qui va vous permettre de faire votre administration de votre compte web pour gérer un ou plusieurs sites web. Voilà, donc tous ces critères-là vont vous permettre de définir l'offre la plus en adéquation avec vos besoins. Parmi les hébergeurs, donc on n'a pas encore cité réellement d'hébergeurs, les plus connus, les plus courants. On va voir OVH qui est un hébergeur français, on a One and One, on a One Hébergement, on a HostPapa, Amen, Infomaniac, Planet Hoster, il y en a des centaines, des centaines et des centaines. Certains offriront plus ou moins de disponibilité, un meilleur service client, un meilleur espace disque. Donc, ce sera à vous de faire vos choix car ça change énormément. Pour information, sur cette diapositive, je vous ai mis ici les principaux hébergeurs mondiaux. Donc, le numéro 1, c'est GoDaddy qui représente près de 8,6%, 8,7% du marché mondial de l'hébergement web. Donc finalement, c'est le numéro 1, mais c'est pas forcément l'entreprise la plus connue. En numéro 2, nous avons Google, bien sûr, avec sa Google Cloud Platform, qui représente 7% du marché mondial. Amazon, avec 4,73% du marché mondial. Puis Yonos. Et enfin, en 5, OVH Cloud. Alors, OVH Cloud, je m'arrête 2 minutes dessus, puisqu'en fait, c'est un hébergeur français qui dispose de ses locaux en France. Donc, c'est pour ça que je fais un petit focus dessus, puisque bien entendu, la relation client sera de meilleure qualité, bien sûr. Vous avez d'autres hébergeurs en dessous, hein, je ne vais pas les citer tous. J'ai fait un petit focus sur OVH parce que on pourrait se dire, mais finalement, sur les serveurs d'OVH, qui est donc un hébergeur français, euh, qu'est-ce qu'il y a comme CMS d'installer? Eh bien, en 2025, nous avons sur les serveurs d'OVH des sites WordPress à hauteur de près de 80%, hein, 78,68%. Ensuite, nous avons des, des hébergements de Wix. Donc Wix représente 13%, puis Shopify avec 3%, puis Drupal avec 2% et Joomla avec 2% également. Donc vous voyez,
La différence entre le numéro 1 et le numéro 2 est quand même colossale, puisque nous avons WordPress avec près de 80% de part de marché, alors que Wix n'arrive qu'avec 13%. Ce qui est tout à fait logique, puisque Wix est un petit outil qui convient très bien lorsqu'on a des petits sites web, qui permet de faire très facilement quelques dizaines de pages web. Bien entendu, lorsque l'on a des besoins qui seront plus importants, il faudra passer à un outil un petit peu plus costaud, entre guillemets, et là, on passera sur du WordPress. Voilà donc pour ces fameux hébergements web. On va ensuite passer au nom de domaine. Je l'en ai déjà parlé, pour qu'on puisse vous trouver, il va falloir disposer d'un nom de domaine. Euh, j'ai fait tout à l'heure un parallèle avec la maison et l'hébergeur, hein. L'hébergeur, c'est un peu votre maison. Eh bien, le nom de domaine, c'est la façon de vous trouver. C'est donc votre adresse postale. Donc les serveurs, pour pouvoir communiquer entre eux et s'appeler, ils ont besoin d'un identifiant unique. Et ce numéro, il va être composé de numéros, de séries de numéros. C'est ce qu'on appelle une adresse IP, Internet Protocol. Pendant très longtemps, on utilisait des adresses IPv4, c'est-à-dire que c'était des groupes de 3 chiffres, c'était 4 groupes de 3 chiffres qui allaient de 0 à 255 et puis qui permettaient de repérer tous les devices du monde. C'était ce qu'on appelle donc les adresses IPv4. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, il va falloir avoir un système de numérotation beaucoup plus important puisque le développement des objets connectés est phénoménal et aussi ont des adresses IP. On va donc passer d'une adresse IPv4 à une adresse IPv6 qui elle est codée en hexadécimal, donc avec 16 caractères pour chaque package, et donc elle sera beaucoup plus longue, ce qui nous permettra vraiment d'identifier autant de devices, donc de matériel que l'on a besoin. Ce nom de domaine, bien entendu, va être une appellation beaucoup plus compréhensible qu'une série de chiffres et de nombres en hexadécimal, euh, avec donc 16 symboles pour représenter chaque, euh, chaque type de numérotation. Le nom de domaine, c'est donc ce que l'on va taper dans la barre d'adresse du navigateur. Ça commence toujours par un HTTP, ou s'il est sécurisé, HTTPS, puis derrière, on a le nom de domaine. C'est la racine du lien tapé dans la barre d'adresse. Par exemple, quand on a une adresse du type www.univ-amu.fr, le nom de domaine, ça va être univ-amu.fr. À ce nom de domaine, on va y attacher des sous-domaines, c'est-à-dire que dans la partie gauche, donc à gauche de univ-amu.fr, eh bien, on va pouvoir mettre ce que l'on appelle des sous-domaines. On va pouvoir en créer autant qu'on veut. Par exemple, l'IUT dispose d'un sous-domaine qui lui est propre, qui est IUT, puis on récupère le nom de domaine .univ-amu.fr. Et donc, l'entreprise, l'organisation qui achète un nom de domaine va pouvoir créer autant de sous-domaines qu'il le souhaite, puisque la partie gauche lui appartient. Donc, votre nom de domaine va contenir deux éléments. Le nom, univ-amu par exemple, et puis on va avoir une extension. C'est ce qu'on appelle le TLD, ou Top Level Domain. Cette extension, eh bien là j'en ai mis quelques-unes, hein, .com, .net, .org, .fr. Ça va pouvoir soit identifier une zone géographique, comme FR pour France ou CA pour Canada, soit une unité thématique, comme com pour commercial, net pour tout ce qui est réseau, org pour les organisations non commerciales, etc., etc., etc. Aujourd'hui, ces appellations thématiques perdent un petit peu de leur sens et sur du .com, on trouvera absolument tout. Lorsque vous allez définir, chercher, trouver votre nom de domaine, bien entendu, il va falloir réfléchir longuement à ce nom de domaine car celui-ci ne sera pas changeable. Votre site, vous pourrez le changer totalement, mais le nom de domaine, une fois qu'il est placé, il est référencé, il ne doit plus jamais changer. Donc, vérifiez avant de le réserver qu'il est facilement prononçable, qu'il est relativement court, hein, qu'il ne fasse pas 400 caractères. Donc, en général, on va prendre des noms de domaine qui vont entre 15 et 18 caractères sans l'extension, pas plus. Il faut aussi qu'il soit facilement mémorisable, simple à écrire. Il faut qu'il reste original, qu'il fasse penser à votre entreprise.
et surtout ne pas se rapprocher d'une marque déposée, vous pourriez être attaqué et bien entendu, vous risqueriez d'avoir des sommes astronomiques à payer et surtout perdre votre nom de domaine. En général, on va essayer d'éviter des caractères spéciaux comme les tirets, les chiffres, les accents, les doubles sens. Des fois, ça peut porter à confusion et ça rend difficile le fait de trouver un nom de domaine. Voilà donc pour cette petite vidéo qui terminait la partie théorique de WordPress.com, de notre cours sur WordPress.com. On va maintenant petit à petit descendre sur l'outil que l'on va utiliser, on va le justifier cet outil et puis on apprendra à l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la hyper. Vous pouvez également, bien entendu, placer des commentaires si vous pensez que j'ai oublié des choses importantes. Ça permet surtout de créer de l'engagement, ça permet de créer des échanges et de me faire comprendre ce que vous cherchez dans mes vidéos. À très bientôt.